Mes chers amis, vous aviez éveillé ma curiosité, et là vous captez mon attention. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré au bilan radiatif appliqué à la Terre. Pour introduire cette vidéo, nous allons observer le schéma suivant qui représente ici notre étoile, le Soleil. Là, vous avez reconnu la Terre avec son satellite naturel qui est la Lune, et ici Mars. La question que nous allons nous poser, c'est la suivante. Pourquoi Mars a une température moyenne inférieure à celle de la Terre? Vous voyez ici la température moyenne de Mars est de moins 50 degrés Celsius, tandis que celle de la Terre est de 15 degrés Celsius. Alors pour répondre à cette question, nous avons déjà les outils, puisque nous l'avons vu dans le chapitre précédent. Il suffit de comparer la puissance surfacique reçue par chaque planète. Cette puissance surfacique va dépendre de la puissance émise par le Soleil et de la distance, vous voyez ici le D, à laquelle est éloignée la planète par rapport au Soleil. Donc là vous avez la distance entre le centre de la Terre et le centre du Soleil, donc 150 millions de kilomètres, et là, pareil, entre le centre de Mars et le centre du Soleil, 228 millions de kilomètres. Donc comme Mars est plus éloigné que la Terre du Soleil, en fait la puissance surfacique va être plus petite. Donc Mars va recevoir moins de puissance surfacique que la Terre, donc sa température sera moindre par rapport à celle de la Terre. Maintenant, posons-nous la question suivante, pourquoi la Lune, elle, a une température aussi inférieure à celle de la Terre alors qu'elles sont situées à la même distance par rapport au Soleil? Donc pour répondre à cette question, nous allons d'abord définir ce qu'est l'albédo. Ensuite, nous verrons le principe de l'effet de serre appliqué à l'atmosphère terrestre. Et enfin, nous ferons un bilan radiatif appliqué à la Terre. Qu'est-ce que l'albédo, que l'on notera par la lettre grecque alpha? L'albédo va caractériser la surface d'un objet, par exemple une planète. Et ça sera une grandeur qui n'aura pas d'unité. Imaginons un objet quelconque et donc on va caractériser sa surface. Pour ça, on fait apparaître ici la puissance surfacique incidente. Une partie de cette puissance surfacique incidente va être diffusée par la surface de l'objet. Donc c'est là la puissance surfacique diffusée. Et l'autre partie va être absorbée par l'objet. Voilà donc la définition de l'albédo. En fait, c'est la puissance surfacique diffusée que divise la puissance surfacique incidente. Dit autrement, plus l'albédo est élevé, plus la surface diffuse la puissance surfacique reçue. Alors là, je vais vous faire apparaître les deux cas extrêmes. Lorsque l'albédo est nul, donc là en fait la puissance surfacique va être intégralement absorbée, rien ne va être diffusé. Et donc alpha sera égal à 0 puisque la puissance surfacique ici est nulle. L'autre cas extrême, c'est lorsque toute la puissance incidente surfacique est diffusée, rien n'est absorbé, et donc dans ce cas-là, alpha, l'albédo sera égal à 1. Quelles sont les valeurs de l'albédo à la surface de la Terre? Donc voici une carte qui vous montre ici la surface de la Terre. Et en fonction des couleurs, vous allez voir différentes valeurs d'albédo. Ici aussi, vous avez la correspondance selon la nature du sol et sa valeur d'albédo. On voit qu'au niveau des océans, des mers, on a un albédo qui tend vers 0. En fait, la mer va absorber une grande partie de la puissance surfacique incidente. Alors, à l'autre extrémité, vous voyez ici dans le violet clair, on retrouve là au niveau de l'Antarctique, au niveau du Groenland ici. En fait là, comme c'est recouvert de neige, on a des valeurs qui tendent, on va dire, vers 1. Vous voyez, 1 c'est le miroir parfait. Et après, on a des valeurs intermédiaires, donc tout ce qui est forêt, terre en général, cultivée avec la végétation, etc. On va avoir des valeurs proches, vous voyez, à peu près de 0,18 par ici, on va dire. Et au niveau des tropiques, aussi bien du tropique du Capricorne, vous voyez, par là, ou au niveau du tropique du Cancer, vous avez des déserts qui vont être présents. Et donc la couleur du sable va faire qu'on aura des valeurs comprises autour de, vous voyez, ici de 0,25, 0,45 qu'on retrouve ici. Qu'est-ce que l'effet de serre? Tout d'abord, il faut savoir que ce terme provient du principe des serres-tunnels agricoles. Qu'est-ce qu'une serre-tunnel agricole? Ça va être un dispositif que les agriculteurs vont utiliser pour permettre de faire pousser des légumes ou des fruits à une température supérieure à celle de l'air ambiant. En fait, le fait d'utiliser une bâche ici va permettre d'augmenter la température sous la bâche. Par analogie, les scientifiques se sont rendus compte que dans l'atmosphère terrestre, certains gaz vont jouer le même rôle que cette bâche ici. Alors quel est ce rôle? Ici vous avez le Soleil, donc là la puissance surfacique émise par le Soleil est donc incidente par rapport à la surface de la Terre. Une partie de cette puissance surfacique incidente va être absorbée par la Terre, l'autre partie va être diffusée. Et cette partie qui est absorbée va
permettre à la Terre après de émettre un rayonnement. Mais ce rayonnement qui va être émis n'aura pas la même caractéristique que celui qui était en jaune là. On dit qu'il est sous forme d'infrarouge, tandis que lui c'est plutôt du visible. Et là, à ce moment-là, lorsque ce rayonnement va vouloir traverser l'atmosphère et donc les gaz à effet de serre, une partie va le traverser et l'autre partie va être piégée. Il va être absorbé par ces gaz à effet de serre, puis réémis. Donc ce que l'on peut dire, c'est que à la fois la bâche ici pour une serre tunnel et ici les gaz à effet de serre de l'atmosphère vont jouer le rôle d'un filtre. Comment agit ce filtre? Pour bien le comprendre, je vais vous faire apparaître ici ce qu'on appelle les spectres d'émission de corps en fonction de leur température. Premier corps que je prends, c'est notre étoile, le Soleil, où sa température de surface est de 5500 degrés Celsius. Donc si on analyse le rayonnement émis par le Soleil, voilà ce qu'on obtient. Donc ici vous avez l'intensité en fonction des différentes longueurs d'onde qui vont être émises. Et on voit qu'on a un maximum d'intensité dans le visible. C'est pour ça qu'on peut caractériser le rayonnement émis par le Soleil comme un rayonnement visible. Maintenant, si je prends la Terre, où sa température moyenne de surface est de 15 degrés, pareil, si j'analyse le rayonnement émis par la Terre, déjà vous voyez que le maximum il est beaucoup moins intense. Là on a 84,46 et là on en a plus que 3 à 10-5. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que vous voyez, le maximum, le spectre de manière générale, c'est décalé vers l'infrarouge. Donc ici on a uniquement des longueurs d'onde appartenant à l'infrarouge. Donc c'est moins intense et le spectre s'est décalé vers les infrarouges. Donc on va utiliser ceci pour expliquer le principe donc de l'effet de serre. Là je vous ferai apparaître un schéma où donc on a une vitre qui représente donc, imaginons la bâche à effet tunnel ou les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Le rayonnement incident du Soleil, donc c'est un rayonnement visible, lui a priori il va traverser cette vitre. Par contre, lorsqu'il va arriver ici, le rayonnement incident, une partie va être diffusée et l'autre partie va être absorbée. Et une fois que c'est absorbé, ça va être réémis par le lac, sauf que ce qu'il faut noter, c'est que ce rayonnement est réémis par un corps à une température voisine, on va dire de 15 degrés, donc ça sera du rayonnement infrarouge. Et ce rayonnement infrarouge ne va pas traverser de la même façon la vitre. On considère que la vitre va l'absorber. Après, il va être à son tour, comme l'avait fait ici la plaque, réémis dans les deux directions, vers le haut et vers le bas. Et vous voyez, le principe, c'est que la plaque, elle va jouer un rôle de filtre, c'est-à-dire laisser passer le visible et bloquer l'infrarouge. Donc on dit que la vitre piège le rayonnement infrarouge. Et la conséquence, puisque ce rayonnement ne peut pas ressortir autant qu'il était rentré, la température à la fois de l'air ici et de la plaque va augmenter. Quelles sont les molécules responsables de l'effet de serre dans l'atmosphère? Voici un schéma qui vous résume donc le principe de l'effet de serre avec ici dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Alors là je vous ai mis la composition de l'air. L'air est principalement constitué de deux molécules. À 21% c'est le dioxygène et à 78% c'est le diazote. Donc vous voyez, si vous additionnez 21 et 78, ça vous fait 99% et il reste 1% d'autres choses. Donc parmi ces autres choses, il y a justement les gaz à effet de serre. Je vais ici vous les faire apparaître. Vous avez notamment la vapeur d'eau de formule H2O, vous avez le dioxyde de carbone, CO2, vous avez le protoxyde d'azote, N2O, le méthane, CH4 et l'ozone, O3. Voici les 5 principales molécules présentes dans l'atmosphère qui vont participer à l'effet de serre. Comment faire un bilan thermique radiatif? Pour vous expliquer le principe, je vais prendre l'expérience suivante où on va étudier ici un objet de couleur sombre, noir. Et pour ça, donc, on va supprimer deux modes de transfert thermique. Alors là, je vais vous rappeler les trois modes et au fur et à mesure, je vais vous expliquer pourquoi ils sont supprimés. Le premier, c'est le mode par conduction qui a lieu uniquement dans les solides. Et ici, vous voyez, l'objet que l'on va étudier en noir, là, il est isolé par un matériau solide qui va l'empêcher d'échanger de la chaleur par conduction avec ce qui serait dessous. Là. Donc la conduction va ne pas être présente pour notre étude. Ensuite, la convection, elle aussi, va être empêchée. Grâce à quoi? Grâce à la cloche en verre ici. La cloche va empêcher l'air venir au contact de l'objet que l'on étudie, donc la convection ne va pas être présente. Et donc seulement le troisième mode va être étudié, c'est le mode par rayonnement. En fait, le soleil que vous voyez ici va pouvoir chauffer donc l'objet que je vais étudier ici en noir. Donc dit autrement, l'objet étudié n'est soumis qu'à un seul échange thermique et on appelle ce échange thermique par rayonnement ou radiation, d'où le mot radiatif ici. Là vous avez un thermomètre, donc imaginons qu'on fasse l'expérience, à T égale à 0, notre objet noir là a une température
de 30 degrés. Et donc, soumis au rayonnement issu du soleil, sa température, vous voyez, dans un premier temps, va augmenter, puis se stabiliser. On va essayer d'interpréter ce qui se passe concrètement. Donc, le soleil va émettre une certaine puissance surfacique qui va arriver ici, donc ce qu'on appelle la puissance surfacique incidente. Une partie va être diffusée et une partie va être absorbée. Si ce qui est incident est supérieur à ce qui est diffusé, donc c'est que une certaine partie va être absorbée, ce n'est pas nul, et donc conséquence, la température va augmenter. Lorsque la température va stabiliser, c'est qu'à ce moment-là, toute la puissance incidente va être diffusée, rien ne va être absorbé. À ce moment-là, la température ne va plus augmenter. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, c'est si la puissance surfacique incidente est supérieure à la puissance surfacique diffusée, alors la température augmente. Si par contre la puissance surfacique incidente est égale à la puissance surfacique diffusée, alors la température reste constante. Nous allons partir du principe que la température de la surface de la Terre est constante et est égale à 15 degrés. Et comme on l'a vu juste avant, si elle est constante, ça veut dire qu'on est en équilibre. Dit autrement, la puissance surfacique incidente est égale à la puissance surfacique diffusée. Donc là, je vais juste dire que la puissance surfacique reçue est égale à la puissance surfacique donnée. Donc reçu, c'est quoi? Vous avez les 240 watts par mètre carré ici et les 150 watts par mètre carré ici. Eux, d'où ils proviennent, c'est le rayonnement infrarouge qui est émis. Une grosse partie va être absorbée par l'atmosphère, puis réémise. Donc voilà, ça c'est ce qui est réémis en direction de la Terre. Et ce que va émettre la Terre, c'est ce que vous voyez ici, c'est 390 watts par mètre carré. Donc voilà notre bilan radiatif appliqué à la surface de la Terre. Quelle est l'influence de l'albédo sur la température de surface d'un objet, sans prendre en compte l'effet de serre? Donc ici vous avez un graphe qui vous représente ça justement. Là vous avez les températures exprimées en degrés Celsius théoriques d'une surface en fonction de l'albédo. Donc si on prend l'albédo de valeur très faible, 0, rappelez-vous, quand la valeur est proche de 0, c'est que la surface absorbe tout le rayonnement incident. Donc la température là est relativement élevée, plus 5,5 degrés. Par contre, plus l'albédo augmente, c'est-à-dire plus la surface va réfléchir une grande partie du rayonnement incident, plus la température de surface tend vers 0 Kelvin, moins 273,15 degrés Celsius. Ce que l'on peut dire, c'est que plus un objet est clair, plus son albédo est grand, et plus sa température est basse, car il n'absorbe pas le rayonnement incident. Et inversement, plus un objet est sombre, plus son albédo est petit, et donc par contre sa température va être élevée, car il absorbe un maximum de rayonnement incident. L'effet de serre est-il bon pour la Terre? Alors un premier schéma qui vous montre donc la Terre sans justement atmosphère et donc sans gaz à effet de serre. Et donc on aura une température, vous voyez, moyenne de moins 18 degrés. Donc pas très favorable au développement de la vie. Grâce à l'effet de serre, vous voyez, parce que là qu'est-ce qui se passe? Le rayonnement incident, quasiment tout va être absorbé, donc transmis à travers l'atmosphère. Par contre, le rayonnement réémis de nature infrarouge, lui, une grande partie va être absorbée puis réémis vers la Terre. Donc, conséquence, la température sur la Terre va augmenter. Donc, l'effet de serre a un bon côté, c'est qu'il a permis d'augmenter la température moyenne de surface de la Terre pour permettre notamment le développement de la vie. Par contre, si ce phénomène d'effet de serre augmente, notamment de par les activités de l'homme qui produisent des gaz à effet de serre, on va augmenter la température moyenne de surface de la Terre. Et là, il ne faut pas trop jouer là-dessus parce que si la température augmente, il y aura plein de côtés négatifs, notamment l'augmentation du niveau des mers, la fonte des glaces, etc. Le dérèglement climatique en général. Quelle sera la conséquence de l'augmentation de la température sur l'albédo? Alors il faut savoir que l'albédo moyen à la surface de la Terre est à peu près de 0,3. Qu'est-ce qui se passe si la température augmente? L'une des premières conséquences, c'est qu'une partie de la glace des banquises va fondre. Et vous vous rappelez, donc la glace qui est de couleur blanche a un albédo relativement élevé. Donc si je diminue ces surfaces blanches, l'albédo moyen de la Terre va diminuer. Et si cet albédo diminue, on va avoir une plus grande puissance surfacique absorbée. Et conséquence, donc la température de la Terre va augmenter. Donc vous voyez, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que l'augmentation de la température va faire fondre les glaces, ce qui entraîne une diminution de l'albédo, et donc une augmentation de la température. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Pourquoi la surface de la Lune a une température moyenne inférieure à celle de la Terre? Donc pour rappel, donc 15 degrés à la surface de la Terre, moins 20 degrés à la surface de la Lune. Alors tout d'abord, si je compare les puissances incidentes de la Terre et de la Lune, elles sont identiques. Pourquoi? Parce qu'on
peut considérer que ces deux astres sont situés à la même distance par rapport au Soleil. Donc c'est pas ça qui explique l'écart de température. Maintenant, on va comparer leur albédo. L'albédo de la Terre, on l'a vu juste avant, c'est à peu près 0,30. Tandis que l'albédo moyen de la Lune, c'est 0,07. Vous voyez qu'il est plus petit, la Lune est plus sombre que la Terre. À partir de l'albédo, on pourrait dire que, comme on l'a vu, plus l'albédo est petit, plus la température d'une surface est élevée. D'après l'albédo, on devrait dire que la température de la Lune est plus grande que celle de la Terre. Or, c'est l'inverse, donc c'est pas ça qui permet d'expliquer que la température de surface de la Lune est inférieure à celle de la Terre. Troisième argument, c'est la présence d'une atmosphère. En fait, la Terre a une atmosphère qui contient des gaz à effet de serre, ce qui n'est pas le cas de la Lune. Ainsi, la température à la surface de la Terre va être supérieure à celle de la Lune. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis bon vent les scientifiques. Une dernière chose, docteur. Quoi encore? Il est de coutume ici dans le Sud, lorsqu'on vient de conclure un accord, que les deux parties se serrent la main.